Plaisir de vous présenter aujourd'hui un sujet qui n'est pas tout à fait clinique, mais qui joue un rôle important dans les recherches sur les nouveaux virus. Et j'aimerais commencer avec une introduction sur les nouveaux virus en général. D'où viennent les nouveaux virus? Il existe un article qui est déjà assez ancien, mais toujours pertinent, qui s'est penché sur l'origine des nouveaux virus. Et cet article examine toutes les nouvelles maladies entre 1940 et 2004. Et ils ont trouvé que 60% des 9 maladies étaient zoonotiques et plus que 70% avec une origine d'un animal sauvage. Et si on travaille comme un médecin ou on travaille dans un hôpital, on a une vue très centrée sur l'homme. Et il est parfois difficile d'apprendre pleinement la complexité de cette maladie zoonotique. Et ça, c'est le point de vue, normalement, on a vu pour une patiente, et ça, c'est les vues pour les zoonoses, mais la réalité, c'est comme ça. En réalité, il y a beaucoup des spillover entre les animaux sauvages, entre les animaux élevés, entre l'homme. Et il y a aussi la possibilité des virus qui sautent par l'homme chez les animaux. Et je pense la meilleure exemple pour ça, c'est le SARS-CoV-2, mais aussi l'influenza. Et l'homme, c'est juste une pièce de cette puzzle. Et c'est quelque chose qui est vraiment compliqué pour étudier, pour comprendre. Et c'est juste parce que l'homme, c'est un mammifère, c'est à vue d'un virus, c'est un mammifère comme tous les autres mammifères, c'est rien de spécial. Et s'il y a une opportunité de sauter entre les autres, l'homme joue pas un rôle spécial, mais bien sûr, pour nous, l'homme, c'est le plus important. Il y a aussi une définition pour les zoonoses de l'OMS, c'est des agents pathogènes qui transmettent naturellement entre les animaux vertébrés et l'homme. Et ça, c'est dans les deux sens. C'est l'animal vers l'homme, mais aussi l'homme vers animaux. Et dans ce sens strict, les arbovirus ne sont pas inclus. Mais normalement, si on parle sur les zoonoses ou sur les virus émergents, plusieurs fois, on parlait aussi sur les arbovirus. Mais si les moustiques ne sont pas des vertébrés, mais des avertébrés, les arbovirus ne sont pas vraiment une zoonose à partir de cette définition. Et les chauves-souris, ils jouent un rôle clé pour les nouveaux virus parce que les chauves-souris sont des porteuses importantes des virus pathogènes pour l'homme. Et ici, il y a une map et il y a des grands virus émergents des dernières décennies. Et les chauves-souris ont été à l'origine des crises sanitaires infectieuses majeures comme les Ebola, les SARS-CoV-2, les Marburg, mais aussi quelques qui sont un peu plus vieilles, les Nipah, les Hendra. Et les chauves-souris, elles portent une grande diversité de virus et de nombreux virus par rapport à autres, anciennes et nouveaux. Normalement, ils ne tombent pas malades, ou on pense qu'ils ne tombent pas malades à cause de ces virus. Et cette transmission peut se faire soit directement, soit par l'autre intermédiaire. Et si on regarde les listes des WHO Blueprint, les Priority Diseases des WHO Blueprint, il y a quatre groupes, quatre catégories qui sont associées avec les chauves-souris. Et au moment, il y a plusieurs des meetings pour développer une mieux scientific framework. Et c'est aussi des chercheurs de notre centre, Pauline, Frédéric et moi, qui sont part de cette initiative. Mais quelle est la particularité des chauves-souris? Pourquoi les chauves-souris, ils sont spéciales ou c'est quoi qui fait les chauves-souris spéciales? Alors, au début, ils sont un groupe ancien des mammifères et ils ont une très longue coévolution avec leurs pathogènes. Ça, c'est une fossile d'une ancienne chauve-souris et c'est plus de 50 millions d'années. Ils sont très riches en espèces. Ils sont la deuxième groupe les plus importante avec plus de 1040 100 espèces. Et peut-être c'est intéressant, parmi toutes les espèces, il n'y a qu'un espèce qui boit les sangs des mammifères. Parce que je pense quelquefois les chauves-souris, ils ont une vue un peu
pas très sympa, mais c'est vraiment, c'est juste une chauve-souris qui boit les sangs et c'est une chauve-souris qu'on trouve dans l'Amérique du Sud. Et il y a une grande diversité. Il y a des roussettes ou des renards volants qui sont énormes avec oui, avec une taille de 1 mètre ou plus. Et il y a des tout petits. Les tout petits, c'est les chauves-souris bourdons qui est la taille d'une doigt. Et ils sont présents sur tous les continents sauf l'Antarctique. Ils ont une vaste gamme géographique. Ça aide aussi si on transmet beaucoup de virus. Et ils aiment beaucoup être avec des autres chauves-souris. Ils ont des nombreuses espèces qui vivent en très grande communauté. Et ça aussi facilite la transmission du virus. La plus grande, c'est en Texas, c'est le Bracken Cave avec plus de 20 millions de chauves-souris qui partirent de cette cave chaque nuit. Et ils sont les seuls mammifères qui à pouvoir voler. Et ça nécessite une immunologie spéciale. Ils ont une longue durée de vie. C'est pas comme les souris ou les rats qui meurent après 1 ou 2 années. Mais les chauves-souris, ils peuvent vivre 10 ans et plus. Et c'est vraiment spécial pour un petit mammifère comme ça. Et ça, c'est aussi une immunologie spéciale et ils ont rarement un cancer. Et ça, c'est aussi grâce à leur immunologie spéciale. Alors, c'est quoi cette immunologie? Les chauves-souris, ils ont trouvé un excellent équilibre entre des réponses des défenses de l'autre et une tolérance immunitaire. Ils peuvent faire les deux. Ils peuvent faire une défense très efficace, mais en même temps, ils ont une tolérance immunitaire. Et on pense que c'est à cause des vols, parce que c'est un mode de locomotion qui est métaboliquement très coûteux. C'est très difficile pour un organisme de faire quelque chose comme ça. Et la taux métabolique en vol, c'est 3 fois celui des mammifères terrestres. Mais cette stress métabolique, c'est aussi un stress oxydatif pour les cellules et ça provoque aussi le DNA damage. Et les chauves-souris, elles ont trouvé une adaptation évolutive spécifique à la réduction de l'oxygène réactif, des dommages cellulaires et des réponses inflammatoires. Et il y a vraiment une jolie revue de ça en Nature en 2021 qui explique les deux choses qui ne sont pas bien compris dans tous les détails, mais on a maintenant un peu une vue pourquoi les chauves-souris elles sont tellement bien vivre avec des virus. Alors, une part, c'est une forte induction de l'interféron et des réponses immunitaires innées, et ça aide beaucoup avec le contrôle de la réplication virale. Ils ont aussi une augmentation de autophagie, et ça, c'est un mécanisme pour éliminer des agents pathogènes. Et ils ont aussi des protéines de choc thermique, des heat shock proteins, qui chaperonnent les protéines virales et qui régulent aussi l'inflammation, mais aussi qui bloquent l'apoptose et affectent aussi le vieillissement. L'autre part, c'est les tolérances immunitaires. Et il y a un qui est vraiment clé, c'est le STING, le Stimulator of Interferon Genes. Et ça joue un rôle clé dans l'infection, mais aussi avec l'inflammation et aussi avec les cancers. Et ça, c'est une protéine qui est atténuée chez les chauves-souris. Et il y a un autre qui s'appelle NLRP3. Et ça, c'est aussi un facteur clé de l'inflammation qui reconnaît divers stress cellulaires et invasion des pathogènes. Et ça, c'est aussi atténué. Et si on fait une comparaison entre les chauves-souris et entre les humains, on a un mode de vie similaire. On aime beaucoup voler, être avec les autres, mais on a un système immunitaire qui est vraiment différent. Et à cause, c'est les causes parce que les chauves-souris, ils ont beaucoup des millions d'années d'évolution de leur système immunitaire pour vivre avec les virus. Et ça, c'est aussi les raisons parce qu'ils ont des réservoirs pour les nombreuses familles de virus. Mais l'homme, c'est une densité de population pour servir des réservoirs à des virus d'infection aiguë. C'est pas très longtemps parce que pour la majorité de la évolution humaine, on était dans les petits groupes, on n'était pas beaucoup, on a vraiment avec la famille ou un petit groupe, mais on n'a pas échangé beaucoup avec les autres. Mais depuis quelques milliers d'années, on fait comme ça, comme on fait maintenant. Mais notre système immunitaire n'a pas évolué pour tolérer les infections virales sans pathologie.
Et on pense que ça, c'est une des raisons pourquoi on a une spillover host. Et oui, j'aimerais présenter quelques maladies qui sont associées avec les chauves-souris. Et il y a trois groupes qui sont vraiment importants, c'est les filovirus, les paramucovirus et les coronavirus. Pour les ébolavirus, c'est un virus qui est vraiment mystère et l'origine du virus Ebola, bien qu'elle découverte des années 70, reste une des grands mystères de la virologie. Les chauves-souris sont considérées comme les réservoirs naturels, mais à ce jour, la base des données scientifiques, c'est très mince. Aucun génome complet d'un virus pathogène pour l'homme, ni aucun isolat du virus Ebola n'était jamais obtenu à partir d'une chauve-souris. Il y a une seule étude de 2005 qui a trouvé un morceau d'ARN, quelques centaines de paires de bases seulement, dans 3 espèces de chauves-souris, des rosettes, des renards volants. Et c'est la seule papier jusqu'à jour où on a trouvé une pièce de notre Ebola, de l'Ebola pathogène pour l'homme. Et c'est la preuve, mais la preuve la plus solide, c'est l'apparition d'autres filovirus. On a trouvé beaucoup de nouveaux filovirus chez les chauves-souris, mais c'est des filovirus qui n'infectent pas l'homme. À notre connaissance, il n'y a pas de cas humains. Et après l'épidémie d'Ebola dans 2014 et 2015 en Afrique de l'Ouest, nombreux des groupes de recherche ont cherché à détecter la présence d'Ebola dans la faune ouest africaine. Et il y avait un rapport en 2019 et c'était un communiqué de presse sur la présence d'Ebola chez une chauve-souris du Libéria. Mais étonnamment, jusqu'à maintenant, les données n'ont pas encore été publiées à ce jour et on ne sait pas si c'était vrai ou s'il y a des problèmes. Mais jusqu'à ce jour, on ne connaît pas vraiment si l'Ebola, c'est dans les chauves-souris et quel type de chauves-souris. Et on sait aussi qu'il y a des hôtes intermédiaires. Ça, c'est bien connu, les gens qui, quelquefois, sont en contact avec des singes ou des petits antilopes et qui mangent cet animal, il peut être infecté. Mais comme les autres intermédiaires, ils sont malades, c'est pas vraiment le réservoir. Alors, on ne sait pas, le réservoir, c'est encore un mystère. C'est plus clair pour les virus des Marburg. Ça c'est bien connu, un type de chauve-souris frugivore, les Rosetus aegyptiacus, est clairement identifié comme le réservoir du virus. Et les épidémies sont souvent associées aux activités minières de la population locale lorsque les humains pénètrent dans les caves où vivent ces chauves-souris. Parce que ça, c'est un type de chauve-souris qui habite dans les grands nombres dans les caves. Et si on a dans les caves, on a exposé aux aérosols, aux urines, aux selles de ces animaux et on peut attraper les virus. Et il existe une cave particulièrement célébrée en Ouganda où un touriste a été infecté par le virus de Marburg en 2008 et qui a ensuite été fermé aux visiteurs. Et avant, la grotte était une attraction touristique avec des milliers de visiteurs par an et on ne comprend pas pourquoi un touriste était infecté et en fait, elle est aussi décédée. Et après, on ne peut pas visiter l'intérieur de cette grotte. Et on estime qu'environ 50 000 des animaux vivent à l'intérieur. Et tant que virologue, j'ai aussi visité ce parc et j'ai pris cette photo, mais je ne suis pas entrée dans la grotte. Oui, il est intéressant de noter qu'on observe un changement dans la fréquence de l'apparition des deux virus à cause des dernières années. Et pour les deux virus, il y a vraiment des questions qui ne sont pas bien comprises. On a l'impression qu'il y a une augmentation de la durée et de l'espace des épidémies. On trouve des petites épidémies dans les places qui ne sont pas connues comme régions endémiques. La dynamique virale au sein du réservoir, ce n'est pas bien compris. C'est une certaine période ou c'est un certain groupe des animaux qui sont infectés dans cette colonie, on ne sait pas. Et aussi, les facteurs de propagation ne sont pas compris. C'est aussi inconnu le rôle de déforestation, la fragmentation de l'habitat, la perte de biodiversité, s'il y a un changement de comportement du réservoir et où il y a des changements des interactions homme-animal.
Mais aussi, c'est pas des virus qui fait du pandémie. Les risques d'une pandémie dû à ces virus, c'est vraiment faible. Et c'est parce qu'ils sont très pathogènes, mais ils ne sont pas très contagieux. Et aussi, les épidémies survivent souvent dans les régions les plus pauvres du monde où les soins de santé sont insuffisants. Et il y a aussi des autres virus qui sont associés avec des chauves-souris, c'est les Hendra et les Nipah. C'est deux paramyxovirus et en particulièrement la genus des Henipavirus. Ça constitue un autre groupe de virus dans lesquels les chauves-souris jouent un rôle particulier. Les deux virus ont les réservoirs dans les chauves-souris, aussi dans les vols renards ou les répsètes. Et l'Hendra est transmis aux chevaux en Australie qui, à leur tour, contaminent les humains. Mais grâce à la vaccination des chevaux et à des mesures strictes en cas de suspicion, il n'y a plus de cas humains aujourd'hui. Il y a quelques cas au début, mais maintenant, on a un contrôle assez strict. Mais ce n'est pas le cas pour les Nipah. Les virus Nipah ont deux modes de transmission, soit par les porcs, et ça, il y avait une grande épidémie en Malaisie, et on a fait un abattage de millions de porcs et après, cette épidémie s'est arrêtée. Mais il y a un autre mode de transmission et ça existe aujourd'hui. Et c'est les renards volants qui contaminent l'alimentation humaine. Et dans ce cas, c'est une tradition dans ce pays. C'est plutôt Bangladesh ou Indie. Il y a aussi une petite épidémie l'année dernière de ramasser les jus de cette palmier dans une boîte comme ça. Et pendant la nuit, c'est les renards volants qui mangent aussi la même jus et qui contaminent la nourriture avec leur urine. Et ça, c'est le mode de transmission. On pense que c'est un mode de transmission plus probable dans ce pays et en Bangladesh et aussi quelquefois en Indie. Il y a toujours des petites épidémies chaque année. Il n'y a pas un vaccin, il n'y a pas un traitement. Et c'est une encéphalie qui est vraiment grave avec une taux de mortalité assez haute. Mais les paramyxovirus sont particulièrement intéressants dans les contextes des chauves-souris. Et il y a un travail réalisé dans mon ancien institut en Bonn par les collègues de l'époque. Et ils ont montré que les chauves-souris possèdent de très nombreux paramyxovirus différents. Et on pense que c'est vraiment les réservoirs de ces virus. Et on trouve beaucoup de virus chauves-souris qui sont très proches des virus, soit pour notre animaux élevés ou soit pour l'homme. Et ça, c'est vraiment important pour faire une surveillance parce que c'est des virus qui sont très, très proches et on pense que beaucoup, peut-être tous les paramyxovirus étaient une transmission zoonotique. On ne sait pas quand, mais c'est très longtemps, mais c'était une transmission zoonotique. Et on a aussi trouvé des membres du genus Henipavirus également en Afrique. Même si on n'a pas de cas humains, ce type de virus existe dans les chauves-souris et c'est aussi vraiment important pour la surveillance. OK. Et la dernière groupe des virus qui sont fameuses avec les chauves-souris, c'est bien sûr c'est les coronavirus. Et les virus qui étaient les premiers virus pour stimuler toutes les recherches sur les chauves-souris, c'était les Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus en 2002 et 2003 en Chine. C'était les premières grandes épidémies du nouveau millénaire et c'était une petite épidémie en comparaison de SARS-CoV-2. C'était vers 8000 cas et vers 800 décédés. Mais on a trouvé ce virus dans plus de 30 pays. Il n'y a aucun nouveau cas depuis 2004. C'est considéré éradiqué dans la population humaine. Et pour la première fois, on a trouvé un coronavirus dans les chauves-souris et on a trouvé dans les tubes de rhinolophus. Et on a trouvé dans un tunnel de canalisation en Hong Kong. C'est des chauves-souris qui habitent vraiment proches avec l'homme. Et après, on a aussi trouvé beaucoup des autres virus, les SARS-like virus dans la communauté des chauves-souris, dans plusieurs régions de Chine, mais aussi des autres régions en Asie et même en Europe. Et aujourd'hui, on pense que c'était une chauve-souris qui a contaminé une ou plusieurs des animaux
qui sont mangés, c'est des civet cat ou raccoon dog, et c'était 7 animaux qui ont transmis les virus chez l'homme. Et ça, c'est beaucoup des papiers qui étaient publiés après cette outbreak, et on a trouvé beaucoup des pièces de cette SARS-like viruses chez les chauves-souris. Et aussi en 2017, on a déjà trouvé des anticorps chez hommes pour cet virus. Et si on regarde ce papier aujourd'hui, on a l'impression que ce n'était pas tellement une grande surprise qu'il y a un virus comme les SARS-CoV-2. Et aujourd'hui, on connaît 7 coronavirus chez hommes, et 5 des 7 coronavirus ont une origine des chauves-souris, où on trouve des virus qui sont très proches chez les chauves-souris. Mais aussi, il y a 2 coronavirus importants en médecine vétérinaire. Il y a aussi des emerging viruses chez les animaux élevés. C'est particulièrement dans les porcs. Il y a les porcine epidemic diarrhea virus et un nouveau coronavirus, on a trouvé en 2019, c'était le swine acute diarrhea syndrome, on s'appelle SARS. Et tous les deux, ils ont aussi une origine des chauves-souris. Mais c'est aussi intéressant, les rongeurs, ils jouent aussi un rôle chez les coronavirus. Ils sont aussi on pense que c'est des réservoirs pour plusieurs des coronavirus qui sont un virus humain aujourd'hui. Et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? Alors, premièrement, les virologues ne seront pas au chômage d'ici peu, je pense. Il y a 1,7 million de virus encore inconnus chez les animaux. Et on pense que la perte de biodiversité, la mondialisation, les changements climatiques, toutes les choses sont des facteurs qui provoquent des nouveaux virus. Et il existe une étude des modélisations intéressantes que j'aimerais citer ici. C'est un modèle phylogéographique du réseau mammifère-virus pour plus de 3000 mammifères. Et il y a plusieurs des scénarios de changement climatique et d'utilisation des sols juste pour l'année 2070. Et dans ce papier, ils ont trouvé une augmentation de la transmission entre espèces qui est 4000 fois. Et les chauves-souris sont à l'origine de la majorité des nouveaux événements de partage viral. C'est cette figure ici. Et ils ont aussi trouvé que cette transition écologique est déjà en cours. Et même si on a un réchauffement inférieur à 2 degrés, on ne peut pas réduire tous les partages qu'il y a déjà en cours. Et on pense que c'est parce que tous les écosystèmes, ils changent à cause des échauffements, et les animaux, il faut migrer dans une autre place, il faut trouver ils battent sur les ressources, et à cause de ça, il y a des espèces qui normalement ne sont pas en contact, qui vont être dans les mêmes habitats, et il y a plusieurs des opportunités pour partager les virus. Et on a fait aussi une mapping avec la population humaine, et on a trouvé que les événements de partage viral coïncident avec les centres de population humaine. Bon, c'est une modélisation, on peut toujours critiquer ça, mais je pense que c'est vraiment un essai intéressant pour anticiper notre futur avec ce virus. Et il y a toujours une question. Les chauves-souris, ils posent beaucoup de problèmes. On ne peut pas s'éradiquer, mais c'est clair, non, on ne peut pas faire ça parce que les chauves-souris, ils ont un rôle clé dans les écosystèmes. On s'appelle les Ecosystem Services ou services écosystémiques. Ils jouent un grand contrôle des arthropodes. C'est très important pour l'agriculture. Et ici, c'est un papier, je pense que c'est très intéressant. On a essayé de calculer l'argent qui est économisé par avoir des chauves-souris. Parce que les chauves-souris sont là, ils mangent des arthropodes, ils mangent des petits bêtes qui mangent notre nourriture. Et ça, c'est le numéro de l'argent qui est économisé à cause des chauves-souris. Mais dans les tropiques, ils sont aussi très importants pour la pollinisation des fruits. Il y a beaucoup de plantes et des fruits qui sont
pollinisé juste par les chauves-souris. Il n'y a pas des abeilles ou des autres animaux, c'est vraiment les chauves-souris qui font ça. Euh, et ici, il y a une photo d'une chauve-souris qui est couverte dans les pollens, c'est dans la fourrure. Et peut-être la plus importante, c'est les tequila. Without beds, there's no tequila, parce que c'est une chauve-souris qui fait la pollinisation de cette agave pour faire les tequila. Et aussi dans les régions tropicales, ils sont très importants pour les forêts. Et dans quelques pays, on a aussi les guanos pour la fertilisation. Les guanos, oui, c'est les selles des animaux qui est utilisé pour la fertilisation. Mais il y a aussi un deuxième point qui est, je pense, vraiment intéressant. On a trouvé que l'éradication des chauves-souris quelquefois aggrave les épidémies. Et après cet épisode avec cette touriste en Ouganda, il y avait une autre petite épidémie dans une mine très proche de cette parc. Et on a fait deux choses. Les grottes au parc, on a fermé, on a laissé les chauves-souris tranquilles. Et l'autre grotte, on a fermé, mais on a tué tous les chauves-souris dedans et on a essayé de faire des choses comme ça oui, pour vider cette cave pour les long terme et pour pas laisser les nouveaux chauves-souris entrer. Mais on a trouvé, après quelques années, on a trouvé un retour des chauves-souris et on a eu une outbreak qui était plus grand chez eux avec les Marburg qu'avant. Et on a aussi recherché les deux populations des chauves-souris dans les deux caves et on a trouvé que les taux de viral, c'était plus grand ici parce qu'il y a des nouveaux chauves-souris, oui, ils sont provenant des autres régions, ils ont prendre leur virus. Il y avait une plus grande diversité virale et on a trouvé plus des jeunes chauves-souris et on sait les jeunes chauves-souris, ils sont normalement plus infectés et on a trouvé aussi les taux d'infection plus élevés. Alors c'était pire de tuer tous les animaux ici et l'autre ferme, l'autre grotte, c'était fermé. Il y a toujours les chauves-souris, mais si on laisse tranquille, il n'y a pas de risque de Marburg. Et c'est très intéressant parce qu'on a fait une observation similaire avec des essais de l'éradication des chauves-souris en Amérique du Sud à cause du rage. C'était la même. Si le moment on essayait de tuer les chauves-souris, on mixe tous les écosystèmes et normalement, on n'a plus des infections après. Et l'abattage des réservoirs d'animaux sauvages semble renforcer les épidémies d'infection. Alors, est-ce qu'il y a un risque de nouveaux virus par les chauves-souris locales? Il y avait un papier, je pense que c'était l'année dernière, et ils ont trouvé des coronavirus assez proches des les SARS-CoV-2 chez les chauves-souris britanniques. Et ils ont même montré qu'il y a quelques virus qui peut-être peuvent utiliser le Human ACE2 receptor et peut-être qui peut infecter les cellules humaines. Mais ils ont aussi regardé, il faut avoir plusieurs adaptations pour infecter humains. Alors, c'est intéressant pour la surveillance, mais jusqu'à 7 jours, il n'y a pas de cas de nouveaux virus par les chauves-souris locales. Peut-être c'est des chauves-souris, on n'a pas beaucoup d'espèces, ils sont très élusifs, on n'a pas un très proche contact avec ces animaux. Et bon, on pense que les risques des nouveaux virus par les chauves-souris locales, c'est plutôt faible selon notre connaissance actuelle. Mais il y a une exception et ça, c'est les rages. Et ça, je pense, c'est intéressant. Ça, c'est aussi quelque chose un peu important clinique parce que la rage terrestre a été éradiquée en Suisse. Et il y avait une grande campagne de vaccination pour la faune sauvage et terrestre. C'est les animaux qui vivent sur le sol, par exemple les renards, les chiens. On a mis les vaccins dans les forêts et ils ont mangé. On a vacciné tous les chiens et comme ça, on a éradiqué la rage terrestre. Mais les chauves-souris, ils ont leur propre virus des rages, c'est des lucivirus et il y a beaucoup. Il y a aussi une grande diversité. Alors peut-être les chauves-souris, ils sont aussi les réservoirs des rabies, de la rage terrestre. C'est pas vraiment clair, mais on pense cette grande diversité, ça peut dire, ils sont vraiment les réservoirs. Et plusieurs de ces virus, ils sont aussi pathogènes pour l'homme. Et les chauves-souris,
comme ils ont tout leur propre virus, on ne peut pas vacciner les chauves-souris. Ça veut dire les statuts d'éradication de la rage terrestre, c'est pas affecté les lucivirus. Et les morsures d'une chauve-souris, même en Suisse, c'est donc également associé avec un faible risque de rage en Suisse. Et quelquefois, il y a des reports comme ça, c'était en 2022, on a détecté la rage dans une chauve-souris. Il y a quelqu'un qui a trouvé une chauve-souris et ils ont testé. C'est au Bern, il y a un centre de référence et ils ont trouvé que cette chauve-souris était infectée. Et en cas de morsure ou en contact, il faut avoir une prophylaxie post-exposition et il faut aussi une éducation, je pense particulièrement pour les enfants. On ne touche pas les chauves-souris, même en Suisse. Mais il y a une question qui est peut-être intéressante. Les chauves-souris ont-elles des super pouvoirs contre les agents pathogènes? Non, c'est pas comme ça. C'est peut-être pour les virus, mais pas pour les autres pathogènes comme les bactéries ou les champignons. Parce que il y a, par exemple, une maladie qui était très, très grave pour les chauves-souris aux États-Unis. C'est le syndrome du nez blanc, ou white nose disease. C'est une maladie émergente chez les chauves-souris hibernantes. Et c'est un champignon qui pousse pendant la hibernation sur les nez et sur les cordes de cette chauve-souris. Et ça gratte, ça pique, il se réveille, il vole pendant l'hiver, il trouve rien à manger et il meurt. Et en 2007 et 2008, il y a des millions de chauves-souris insectivores qui sont mortes de cette maladie. Et il y a certaines grottes qui ont perdu plus de 90% de leurs animaux. Et c'était nouvellement introduit aux États-Unis, en France, en 2006. C'était vraiment une nouvelle maladie chez les chauves-souris. Et on pense que les propriétés immunologiques ils sont efficaces contre les agents pathogènes intracellulaires parce que c'est des réponses immunité, mais ce n'est pas contre les infections extracellulaires comme la plupart des bactéries ou des champignons. Bon, et après, il y avait les questions, c'est un nouvel agent pathogène ou c'est quoi ce champignon? Et en fait, on a trouvé la même champignon en Europe chez les chauves-souris qui sont sans symptômes, qui ne sont pas problème. Alors, on trouve dans plusieurs des pays Europe pendant la hibernation et c'est la même, oui, c'est la même vue. On a aussi un champignon, mais les chauves-souris, ils s'en fichent. Et c'est vraiment pour les chauves-souris des nouveaux mondes, c'était une emerging infectious disease mortelle, mais pour les chauves-souris de l'ancien monde, c'est une vieille connaissance. On pense que leur système immunitaire est adapté à ces champignons. Et ça, je pense, c'est un bon exemple pour les chauves-souris. Quelquefois, c'est l'homme qui est un réservoir dangereux pour les animaux. Et on pense que cette champignon s'était introduit par les spéléologues, les visiteurs et les touristes, par les chaussures et par les objets contaminés quand ils sont entrés dans cette cave. Et oui, pour la fin, j'ai un fun fact. Est-ce que seulement les virus que nous avons reçus des chauves-souris? Non, en fait, les punaises de lit, c'est aussi une origine des chauves-souris. Et si on travaille avec des chauves-souris, on trouve toujours les petits bêtes comme ça. Et c'était une mouche qui a perdu, un type de mouche qui a perdu ses possibilités de voler. Ça reste sur la même animal toute sa vie et ça vit dans la fureur et ça pique les mouches, ça boit les sangs et les mêmes animaux c'était une infection chez l'homme dans un temps quand l'homme et les chauves-souris ils ont partagé la même cave. C'est plusieurs des mille années avant. Et oui, c'est maintenant, on a les punaises de lit et il n'y a pas une infection entre les chauves-souris et notre punaise de lit, mais ça, c'était, à l'époque, c'était une bad fly. OK, et oui, je dis merci pour votre attention et si vous voulez savoir plus, j'ai aussi écrit un livre, mais malheureusement, c'est en allemand sur les virus, les chauves-souris et l'homme et oui, de tous les aspects que j'ai juste présentés. Merci beaucoup.